Voilà. Bon, donc, je vous remercie déjà de participer à ce webinaire. Je suis le docteur Llorent, je suis médecin du travail au SSTI 33 et je suis pilote du groupe maintien dans l'emploi dans le cadre du projet de service, et ceci depuis plusieurs années. Donc, dans le cadre de la semaine du handicap, j'ai choisi de vous parler du handicap psychique parce que c'est un handicap qui est relativement peu connu, voire méconnu, et c'est un handicap très fréquent et pour lequel nos partenaires de Cap Emploi ont également des capacités. Alors, je crois qu'il y a des micros qui sont encore ouverts. S'il vous plaît, coupez bien vos micros pour éviter les bruits parasites. Merci. Donc, je disais que nos partenaires de Cap Emploi ont une offre d'accompagnement très intéressante qui est peu connue, puisque le Cap Emploi est plus connu pour son intervention dans d'autres champs du handicap que dans celui du handicap psychique. Donc, je vais laisser les partenaires de Cap Emploi se présenter eux-mêmes. Voilà, je vous laisse la parole. Bonjour, je suis Claire Texier, je suis, consultante handicap et emploi au sein du Cap Emploi et je coordonne le service pôle partenariat et stratégie RH qui vient en soutien des entreprises dans la structuration et la mise en place de leur politique emploi handicap, sur différents champs, recrutement, maintien dans l'emploi et aussi pour agir sur la prévention de la désinsertion professionnelle. Bonjour Merci à tous. Merci. Claire. Moi, je suis Laurent Berthet, enchanté de vous avoir sur ce webinaire. Je suis consultant handicap emploi pour Cap Emploi et spécialisé notamment sur le maintien dans l'emploi, l'adaptation des situations de travail, généralement à l'appel des médecins du travail. Je suis référent du SSTI 33 pour l'agence de Wilson. Et je vais tout de suite repasser la parole au docteur Llorent pour que vous puissiez commencer à nous définir un petit peu le champ de ce que nous allons échanger aujourd'hui. Et nous, Claire, on va couper nos micros et nos caméras pour laisser le docteur s'exprimer sur sa partie. À tout à l'heure. Merci, merci Monsieur Berthet. Donc, voilà, un petit plan de ce que nous avons préparé pour vous. Donc, dans une première partie, je vais essayer de vous définir ce qu'est le handicap psychique. Donc, c'est quand même quelque chose d'assez précis. Je crois qu'il y a une dame qui a laissé sa caméra allumée. On va lui demander de fermer la caméra également. Merci madame. Donc, la première partie va être une partie de définition du handicap psychique et une définition, des symptômes, des maladies mentales en question, puisque le handicap psychique, ce sont les maladies mentales. Quelques chiffres pour insister sur le caractère de fréquence dont je vous ai déjà parlé et un petit résumé bref sur les conseils globaux. Ensuite, il va y avoir une deuxième partie sur le handicap psychique et les entreprises, donc par nos collègues de Cap Emploi, repérer et agir, les enjeux, comment repérer, dialoguer, comment agir. Une troisième partie avec les leviers et les acteurs ressources, où j'interviendrai et où également interviendront les collègues de Cap Emploi. Et enfin, des exemples de compensation en situation de travail. Et évidemment, il y aura un dernier temps pour vos questions, puisque je pense que si vous êtes venu aujourd'hui, c'est que vous êtes intéressé par ce sujet et que c'est effectivement un sujet qui suscite de nombreuses questions et de nombreuses problématiques dans le cadre également du maintien dans l'emploi. Mais on n'est pas sans ressources, donc c'est un peu l'idée de ce webinaire, vous faire savoir dans le cadre de la semaine du handicap qu'on n'est pas sans ressources face au handicap psychique, qui est un handicap fréquent. Donc, on va d'abord démarrer par les définitions. Donc, la notion de handicap psychique a été intégrée relativement récemment par rapport aux autres handicaps et elle apparaît pour la première fois dans la loi du 11 février 2005. Le handicap psychique, en fait, il est lié, c'est la conséquence des maladies mentales. Donc, ça représente un ensemble de symptômes qui comportent des altérations de la pensée, de l'humeur et du comportement,
avec un état de souffrance de la personne et un dysfonctionnement important. Il faut bien le différencier de deux autres handicaps. Le handicap mental, dans lequel il y a une véritable altération des capacités intellectuelles, avec des quotients intellectuels la plupart du temps inférieurs à 70, hein, et donc avec des difficultés d'accès évidemment aux études. Et le différencier également du handicap cognitif qui touche les apprentissages. Les apprentissages, donc il y a une déficience des capacités fonctionnelles, l'acquisition, le stockage et l'utilisation des informations. On peut en rapprocher également les troubles 10. Voilà. Alors, une des grandes caractéristiques du handicap psychique, c'est qu'il est invisible. Ça fait partie des handicaps invisibles, auxquels on peut également rattacher souvent les maladies chroniques évolutives et d'autres types de handicaps. Donc, ça ne se voit pas. Donc, il y a une difficulté pour les autres, pour l'environnement, de comprendre ce handicap, de l'identifier, voire même d'y croire, hein. Après tout, la personne agit de telle façon, mais bon, qu'est-ce qui l'empêche d'agir autrement? Qu'est-ce qui l'empêche d'avoir un comportement plus semblable à celui des autres? Donc, il y a une méconnaissance, il peut même y avoir un déni du handicap. On pourrait citer par exemple la dépression, où des fois on entend dire bah, il a qu'à se secouer, il a qu'à se remuer et ça ira mieux. Voilà. Donc il y a une méconnaissance, voire un déni de ce handicap. Et il y a également son caractère imprévisible. C'est un handicap instable qui varie dans le temps, comme d'autres handicaps invisibles, hein. On peut redonner encore l'exemple des maladies chroniques évolutives qui évoluent par poussée. Eh bien, la maladie mentale, elle évolue aussi par poussée. Donc, il va y avoir des moments où la personne va être stabilisée, bien traité, va aller bien, et il y a d'autres moments où il va y avoir ce qu'on appelle une décompensation des problématiques et où la personne va aller moins bien. Donc on va aborder maintenant les symptômes. Donc il y a des conséquences qui sont quasi permanentes. En tête de ces conséquences, de ces symptômes, il y a une souffrance morale, une souffrance intense de la personne. Ça s'accompagne d'une fragilité, d'une vulnérabilité aux remarques ou aux reproches. C'est une personne qui est fragile, qui a une grande difficulté à échanger et à communiquer avec les autres, les collègues, la hiérarchie. C'est une personne qui a du mal à se socialiser. Donc elle va avoir tendance à s'isoler, à se replier sur elle-même. Et ça, c'est très important, c'est une personne qui va avoir tendance à se dévaloriser. Elle perd l'estime d'elle-même, elle perd l'estime de soi-même. Et ça, c'est quasi systématique. Donc c'est quelqu'un qui se dévalorise. Donc ça peut être d'autant plus grave si elle est dans un environnement qui n'est pas bienveillant. Évidemment, si elle perd confiance en elle et qu'elle est entourée de personnes qui sont pas très bienveillantes, ça va pouvoir avoir des conséquences dramatiques. Ceci implique également des difficultés pour s'adapter au rythme de travail. Il y a un ralentissement idéomoteur qui peut être dû soit au traitement, soit au manque de sommeil qui est lié à la maladie. On va voir ensuite de quelle maladie on parle. Il va y avoir également des difficultés d'assimilation ou de mémorisation des consignes, des troubles de l'attention, des troubles de la concentration, qui peuvent être aussi en partie liés au traitement. Et enfin, c'est une personne qui a une personnalité différente. Elle va pouvoir avoir des réactions surprenantes ou inappropriées, des cris, des pleurs ou des fous rires, des troubles du comportement qui traduisent sa déconnexion avec la réalité, avec le réel qui est plus ou moins profonde, et sa déconnexion également avec les normes culturelles du comportement social habituel, on va dire. Donc, on va parler maintenant des différentes maladies mentales que regroupe le handicap psychique. Alors, elles sont nombreuses et pour les deux premières que nous allons voir, elles sont très fréquentes. Alors, la première catégorie, ce sont les troubles anxieux qui touchent environ 20% de la population. On peut avoir le trouble anxieux généralisé, une anxiété permanente, avec des attaques de panique, ce qu'on appelle également des crises d'angoisse, donc qui peuvent être parfois très spectaculaires, qui peuvent mimer des urgences.
On pourra être amené à appeler le SAMU, à appeler les pompiers devant la détresse de la personne. On a également les troubles obsessionnels compulsifs, les TOC, qui sont épuisants, qui sont très invalidants, avec répétition de rituels, la personne a besoin de se rassurer, de calmer son angoisse en répétant les mêmes gestes, les mêmes comportements, hein, d'où une perte d'efficacité qui peut être totalement énorme. Il y a également les troubles phobiques, les personnes ont des craintes irraisonnées. Claustrophobie, la personne ne peut pas rester dans un endroit clos. Agoraphobie, la personne ne peut pas rester au milieu de la foule, entourée de nombreuses personnes. Donc ça, les troubles anxieux, c'est extrêmement fréquent. 20% de la population, c'est énorme. Toujours au palmarès, ensuite, la dépression, hein, qui est également particulièrement fréquente, puisqu'on estime qu'il y a environ 2 500 000 personnes qui sont touchées chaque année en France par la dépression. Ensuite, la bipolarité, qui elle est plus rare, hein, avec des alternances de périodes de phase maniaque et hypomaniaque. Donc la personne alterne des périodes d'hyperactivité, d'euphorie, avec des périodes au contraire où son moral baisse complètement et où il y a une perte d'efficacité. En quatrième position, mais là c'est beaucoup plus rare, on va trouver les troubles psychotiques, hein. Donc, c'est plus rare parce que, souvent chez la personne psychotique, il y a un déni, la personne, dénie, sa propre maladie et ne se considère pas, comme malade. Elle évolue il y a une perte de contact en partie avec le réel, il y a une partie de délire et donc on les retrouve, lorsqu'ils ne sont pas bien équilibrés, on les retrouve beaucoup plus rarement dans le milieu de travail. Donc, il y a la schizophrénie qui touche 1 de la population, l'état paranoïaque, hein, qui peut être dramatique et parfois dangereux. Enfin, les troubles de la personnalité qui, eux, sont beaucoup plus communs, hein, qui représentent 7 à 10 de la population. On retrouve toujours quand même dans les symptômes dont j'ai déjà parlé, une incapacité à s'adapter, un entêtement excessif, des relations difficiles et instables, qui sont plus ou moins marquées selon les types de personnalités. Donc les troubles de personnalité sont classés en 3 types, A, B et C. Alors de façon un peu artificielle et un peu spécialisée. Les personnes de type A ont des personnalités de type paranoïaque ou schizoïde, donc avec une partie de délire, hein. Les personnes de type B, les catégories de type B sont plutôt antisociales, narcissiques, voire hystériques, ce qu'on appelle également borderline. Et les catégories C, ce sont des personnalités évitantes, dépendantes, obsessionnelles, hein. Personnes qui ont également toutes en commun la difficulté des relations avec les autres, la difficulté à se sociabiliser et à établir des liens avec les autres personnes. Un peu à part, et c'est pour ça qu'on ne le voit pas apparaître dans le cadre des maladies mentales en question, mais c'est important d'en parler, c'est le burn-out. Le burn-out peut aboutir à un véritable handicap psychique. Vous savez que c'est un épuisement au travail. Ça peut se rencontrer, notamment, pas forcément, avec des personnes qui ont une personnalité qui est perfectionniste, hein, notamment, et la personne finit par devenir complètement enfermée dans son travail et absorbée par ce travail. Il ne peut pas quitter ce travail jusqu'à l'épuisement. Donc ça peut aboutir à un état dépressif, auquel cas on rejoint la case dépression. Et c'est une pathologie très spécifique qui, à elle seule, pourrait justifier un webinaire entier. On va parler maintenant, on va partir sur des chiffres, hein. Donc, les chiffres, c'est une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de vous parler dans le cadre de cette semaine du handicap, hein, qui est une semaine où les actions sur le handicap se multiplient. C'est pour ça que j'ai choisi ce handicap psychique parce que donc il est très fréquent. 12 millions de Français environ souffrent d'un trouble psychique, un Français sur 5. C'est le 3e rang des maladies les plus fréquentes après le cancer et les maladies cardiovasculaires. C'est la 2e cause d'arrêt de travail et de handicap en Union européenne.
Et c'est le premier poste de dépense du régime général de l'assurance maladie. C'est la cause de nombreuses mises en invalidité et ALD, affection de longue durée, hein. Donc ça a un impact très important, ça va entraîner un éloignement, ça peut entraîner un éloignement, du monde du travail et d'où tout l'intérêt d'arriver à maintenir ces gens dans l'emploi pour leur permettre de continuer à se socialiser et à être en lien avec le monde du travail. Donc le travail a un véritable rôle thérapeutique dans ces pathologies et c'est un autre point charnière, le fait que, la mise au travail et le maintien au travail sont des éléments de la thérapie, de la thérapeutique pour ces personnes et les aident à aller mieux. C'est un point, auquel je tiens particulièrement à insister, sur lequel je tiens à insister. Donc on va essayer de faire un petit, résumé de tout ça. Quels conseils donner? Eh bien, d'abord à la personne, qui souffre d'un handicap psychique, lui conseiller de faire une demande de RQTH, de reconnaissance, de travailleur, handicapé, pour que son handicap soit reconnu et pour, essayer de le compenser le mieux possible. Donc la RQTH, vous savez que c'est une démarche administrative, hein, il faut remplir un dossier. Les assistantes sociales, du service, et d'ailleurs sont là pour aider la personne à remplir ce dossier. Donc c'est une démarche volontaire, personnelle et confidentielle. Hem, il n'y a pas forcément nécessité d'informer, l'employeur, c'est confidentiel et cette procédure de reconnaissance va permettre justement d'accéder à des prestations de compensation, à des prestations d'aide, dont nos partenaires de Cap Emploi vont ensuite vous parler. Alors on pense également, à la situation de crise, en entreprise, hein. Que faire, lorsqu'on est en situation de crise, avec une personne, handicapée, psychique? La première chose, c'est de rester calme. Ça, c'est quand même très important, notamment en cas de crise d'angoisse, hein. Demander aux autres personnes de s'éloigner, hein. La proximité d'un trop grand nombre de personnes peut perturber et aggraver le malaise. Il faut exprimer clairement sa compréhension à la personne sur un sur un ton normal et bienveillant. Voilà, c'est ce qui est important. Ne pas avoir une attitude, protectrice ou, excessivement, protectrice. Voilà. Donc le conseil aux employeurs, c'est, d'abord d'être sensibilisé à cette problématique, d'abord parce qu'elle est très fréquente. Il faut également leur conseiller de, sensibiliser le collectif de travail, notamment, les cadres et la maîtrise, voire le tuteur, parce que des fois la personne peut bénéficier d'un tuteur dans l'entreprise, qui sera là justement pour aider aux relations dans l'entreprise et pour, aider la personne, à échanger, à se retrouver, dans l'univers du travail et à y trouver sa place. Donc il faut également développer une bienveillance qui est indispensable et qui est en lien avec la compréhension des problèmes de santé, des problématiques de ces personnes et non pas, le déni de ces problématiques. Et le handicap psychique ne doit pas constituer un frein à l'embauche. Le travail est un facteur structurant, qui va aider ces personnes, qui va les aider à aller mieux et plus la personne va bien et plus elle a envie, de travailler et de participer au travail dans l'entreprise. Donc c'est un facteur structurant pour elle et c'est important de réussir une bonne intégration parce que ça va aider aussi, l'entreprise, à prospérer, hein, puisque les relations, seront bonnes. Voilà. Après cette, petite présentation médicale, je vais maintenant passer la parole à madame Texier pour, le volet suivant. À vous, Claire. Merci. Oui, donc moi, ce que je voulais aborder, c'était, l'enjeu, pourquoi c'est un enjeu, pour les entreprises de pouvoir, structurer et organiser, l'accueil d'une personne, en situation de handicap psychique. Tout simplement aussi parce que la perte d'un proche, un accident de la vie,
Une agression, un surmenage peut conduire à des troubles psychiques. Ces troubles ne restent pas à la porte, de l'entreprise. Ils ne peuvent pas être cloisonnés à la sphère privée et à la sphère médicale. Ils s'invitent de fait, dans l'entreprise. Donc les entreprises ont un rôle à jouer dans cette affaire pour plusieurs raisons, selon moi. Tout d'abord, parce qu'elles ont une responsabilité légale, donc il y a un enjeu légal à aborder ce sujet et à en faire un sujet dans l'entreprise également. Les entreprises ont une obligation de prévention, de sécurité par rapport à leurs collaborateurs. Elles ont également une obligation d'emploi, de personnes en situation de handicap. Deuxièmement, parce qu'il y a un enjeu aussi organisationnel. Les troubles psychiques, peuvent, venir impacter le travail, l'organisation du travail, fatigabilité, irritabilité, arrêt de travail, erreurs à répétition et cetera. On a commencé à en parler tout à l'heure avec le docteur Laurent. Effectivement, ça peut venir dégrader l'organisation du travail et donc c'est aussi un enjeu pour les entreprises de s'y intéresser. Et enfin, il y a un enjeu en matière de ressources humaines dans un contexte où le marché du travail est tendu, où, la main-d'œuvre, est parfois moins disponible, parfois moins fidèle, à l'entreprise et puis aussi avec l'allongement, de la vie active, les entreprises ont aussi un enjeu de maintenir les collaborateurs sur leur poste de travail ou dans l'entreprise afin de préserver, leurs compétences, les compétences en interne et puis aussi de savoir s'ouvrir dans des phases de recrutement à des profils aussi un petit peu différents. Plus globalement, finalement, le handicap psychique ouvre, selon moi, une voie de réflexion, aux organisations sur leur capacité aussi à gérer, la fragilité, et la vulnérabilité, de leurs collaborateurs ou en tout cas celles qui peuvent vivre à certains moments donnés de leur vie. Ce handicap aussi invite les entreprises à s'interroger sur leurs responsabilités, en matière d'organisation, de conditions de travail et de pénibilité au travail. Voilà, donc ça, c'était pour les propos introductifs. Hem, mais du coup, une fois qu'on a dit ça, ben, comment on fait finalement pour prendre en compte, ces vulnérabilités? Bah, tout d'abord, il est nécessaire de les repérer, de les détecter. Cela nécessite d'être en posture d'observer, d'analyser, les signaux d'alerte. Donc ça, c'est la slide suivante. Ces signaux, ils peuvent être de plusieurs ordres. Ils peuvent être d'un ordre fonctionnel, c'est, des éléments qu'a abordé le docteur Luren tout à l'heure. On peut effectivement voir des fonctions qui sont altérées par les troubles psychiques, ou par une prise médicamenteuse d'ailleurs, et qui peuvent conduire à des limitations d'activité ou des restrictions d'ordre cognitif, donc la concentration, la mémorisation, des impacts aussi sur la sphère émotionnelle, sur les humeurs, sur la gestion du stress, sur des comportements parfois qui sont inadaptés ou une difficulté aussi à nouer des relations, fluide, dans la sphère, professionnelle, une capacité parfois altérée à travailler en totale autonomie ou au contraire à travailler en équipe. Voilà, donc ça c'est des éléments à observer. Il y a d'autres, signaux d'alerte, d'autres retentissements qu'on peut venir observer, dans le travail. Slide suivante, merci. Donc dans le travail, on peut remarquer qu'il peut y avoir des difficultés en termes de productivité, par exemple, ou que la personne a des difficultés à s'organiser dans le travail. On peut noter des erreurs, des plaintes de clients, un climat social dégradé dans un service. Ça, c'est des éléments qui peuvent également vous alerter. Et puis aussi des retentissements plus individuels, où on peut noter une soudaine fatigabilité alors que ce n'était pas le cas avant, un collaborateur qui s'isole alors que, ça fait 10 ans que vous le connaissez et finalement c'était pas quelqu'un qui était, isolé du collectif de travail. Donc ça, c'est des éléments comme ça que vous pouvez, essayer de repérer et puis également les absences, les arrêts, pas forcément les absences longues, mais des arrêts répétés peuvent également vous mettre en alerte. Une fois que, ces difficultés sont répétées,
Et si on en détecte, voilà, s'il y a une répercussion, sur le travail, c'est pas toujours le cas, il est nécessaire de créer un espace de dialogue avec la personne concernée. Alors, c'est pas toujours chose aisée parce que le handicap psychique, fait l'objet de beaucoup de tabous et d'inconfort, dans le dialogue. Il y a beaucoup de craintes de part et d'autre du côté du collaborateur, mais aussi du collectif de travail pour aborder, ce sujet, par peur d'être maladroit, par peur d'être stigmatisé, par peur que certaines informations confidentielles soient diffusées, à des personnes, heu, voilà qui ne sont pas dans la confidence, ou qu'aucune solution ne soit trouvée. Mais en tout cas, c'est important, de pouvoir, poser ce climat de dialogue et en discuter avec la personne. Alors voilà, très brièvement, je donnerai quelques clés, pour, initier ce dialogue. Tout d'abord, c'est important de choisir le bon interlocuteur. C'est pas toujours, le manager, c'est pas toujours, le service RH, mais réfléchir à qui peut être le bon interlocuteur et qui est le plus proche de la personne pour aborder ces sujets. Être disponible dans une posture d'ouverture d'esprit et de bienveillance. Et puis être dans cette posture aussi d'écouter la personne, de ce qu'elle a à dire, de ce qu'elle vit, si elle le souhaite, déjà, et puis de ce qu'elle a à dire aussi sur ses besoins. Et ça peut être interrogé non pas au regard de sa pathologie, qui fera certainement peut-être pas l'objet d'ailleurs d'un dialogue avec l'entreprise, mais plutôt d'interroger le travail, les tâches, les missions, en quoi elles sont contrariées, en quoi il y a un retentissement, dans le travail et dans l'environnement de travail. Ce dialogue, il peut s'œuvrer à plusieurs niveaux. Il peut être individuel, il peut être collectif. L'entreprise peut aussi s'entourer des partenaires sociaux, sur ce sujet. Il peut se faire aussi pendant l'arrêt de travail, mais aussi dans le travail. C'est important puisque, tout à l'heure, le docteur Lurent a expliqué que c'était un handicap instable. C'est aussi important d'en dialoguer régulièrement à des moments clés, de la vie de l'entreprise ou de la vie du collaborateur dans l'entreprise. Dans des phases de changement, voilà, réfléchir en quoi, ces phases de changement peuvent venir, réinterroger, les aménagements, par exemple, qui auront été, réfléchis sur le poste de travail. Si ce dialogue-là ne se fait pas, il peut y avoir des risques de tension, de surcompensation du collectif de travail. Donc c'est important de venir s'outiller, se former, sensibiliser les équipes de travail, aux différents besoins et puis, capitaliser aussi, dans l'entreprise les différentes expériences qui auront été, mises en place. Ensuite, une fois qu'on a, tous ces éléments-là, et objectivés, c'est intéressant de pouvoir réfléchir dans l'entreprise et aussi avec les acteurs qui gravitent autour de l'entreprise, les pistes de solutions possibles, pour réorganiser peut-être le travail, corriger, modifier l'environnement de travail. On ne pense pas souvent que, l'environnement de travail peut être une difficulté pour une personne en situation de handicap psychique, mais le bruit, un environnement lumineux désagréable, ce genre de choses peut être aussi, impactant. Donc c'est des éléments aussi à prendre en compte. Réfléchir comment on peut compenser, aménager les postes de travail tout simplement. Et puis enfin, c'est pas uniquement l'affaire du collaborateur et de son manager, c'est l'affaire de tous. C'est l'affaire aussi des collègues, quand l'organisation du travail est touchée. On peut aussi, réfléchir à l'engagement et à une répartition différente du travail auprès des collègues et puis c'est un engagement aussi de l'entreprise, au sens large. Voilà pour, les éléments que je voulais aborder avec vous aujourd'hui. Je laisse la parole au docteur Liorent. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la slide suivante qui concerne donc les leviers et les acteurs ressources.
Alors, on va partir, tout simplement de l'exemple du service de santé au travail, hein, qui est le 1er levier, hein, donc au sein du service, il y a le médecin du travail, hein, qui va rencontrer la personne, qui va découvrir son problème, donc lui conseiller, comme on l'a vu tout à l'heure, de faire une demande de RQTH, hein, pour laquelle l'assistant social pourra l'aider. Et surtout échanger avec le salarié lors des visites cibles. Alors des visites cibles, il y a notamment la visite de pré-reprise, hein, qui est très importante. C'est les personnes qui sont en arrêt depuis longtemps, alors qu'ils peuvent être en arrêt depuis très longtemps, pour dépression, pour agression, suite à une agression et qui ont des réticences, des craintes et qui en même temps voudraient quand même reprendre leur travail et qui, en fonction des traitements qu'elles prennent, peuvent avoir également des difficultés à le faire. Donc au cours, de ces visites, le médecin du travail va être amené à proposer des aménagements de poste. Donc des aménagements organisationnels dans l'organisation du travail, des aménagements d'horaires, ou de temps de travail, notamment en temps partiel thérapeutique, en lien avec le médecin traitant et le médecin conseil et après échange avec l'employeur, hein. Ces aménagements d'horaires peuvent être notamment guidés par la prise de traitement, qui pose des questions de réveil difficile ou de fatigabilité à certaines heures, de la journée. Dans le cadre de cet échange, le médecin du travail va pouvoir également orienter le salarié vers, Cap emploi après sa reconnaissance, dans le cadre de sa reconnaissance, RQTH. Puisque je vous rappelle que le fait d'avoir déposé un dossier, d'avoir une demande de dossier en cours, avec un récépissé de dépôt de dossier suffit et peut permettre d'accéder aux prestations de Cap emploi sans attendre la reconnaissance officielle de la MDPH. Parmi ces acteurs, du service de santé au travail, il y a l'assistante sociale, on vient d'en parler. Elle pourra aider le salarié à remplir le dossier, mais également, l'aider dans l'aménagement de sa vie, quotidienne, dans ses problématiques quotidiennes, au travail et autour. L'équipe, pluridisciplinaire comporte également des psychologues du travail. Le psychologue du travail peut réaliser des interventions à 2 niveaux, soit des entretiens individuels avec des conseils personnalisés dans lesquels la personne peut exprimer ses difficultés, ses conflits, son mal-être avec ses collègues, avec sa hiérarchie. Donc ça peut lui permettre également d'exprimer, ses problématiques en individuel. Et le psychologue du travail peut également intervenir, au niveau du groupe, faire une intervention collective, et peut notamment aider, à mieux faire comprendre, les difficultés, de la personne au sein du groupe et dans l'entreprise. Il y a également bien sûr l'infirmière du travail qui, au cours de ces visites d'infirmière, va pouvoir réorienter le salarié vers le médecin et le conseiller également. Dans un deuxième champ, on a le registre du soin. Donc, on a les médecins du salarié, les médecins qui peuvent s'occuper du salarié. Alors souvent, ça va être les médecins généralistes, hein, qui gèrent, au quotidien ces problématiques du fait d'une pénurie, de psychiatres et d'un nombre, insuffisant, hein, de psychiatres ou de psychologues, de disponibilité. Donc bien souvent, le médecin du travail est amené à dialoguer avec le médecin, généraliste. Il y a également, quand on a la chance d'en avoir, donc les médecins psychiatres, hein, médecins psychiatres en ville, en cabinet, mais aussi dans des structures officielles, en centre médico-psychologique, voire dans les structures d'urgence psychiatrique, CECOP, voire COVA en cas d'agression. Ensuite, on a, les associations, spécialisées. Donc dans le champ du handicap psychique, on a Ari Insertion et Andamos. Espoir 33, qui sont, des associations, officielles qui sont spécialisées dans ce handicap psychique et l'association Helburn qui, elle, s'occupe du burn-out, hein, voilà, dont on a parlé, qui est, un peu à part, mais qui est également un véritable problème. Les personnes ayant, subi un burn-out, ayant souvent beaucoup de mal à revenir au travail, alors évidemment, la plupart du temps, pas dans la même entreprise, mais revenir au travail tout court.
Et ensuite, évidemment, les experts de la compensation du handicap au travail, donc Cap Emploi, MDPH, AGFIP, FIPH-FP dans la fonction publique. Voilà, ce qui va me permettre bien de repasser la parole à Monsieur Berthet, qui lui va nous faire un focus sur Cap Emploi. Merci docteur, effectivement, je vais détailler un tout petit peu, alors assez rapidement aussi, puisqu'on voudrait évidemment laisser une part importante pour qu'on puisse échanger ensemble sur la base de vos questions suite à ce qu'on vous aura présenté. Donc je vais passer probablement un peu rapidement sur un ensemble de points. N'hésitez absolument pas un moment à nous reposer des questions en fin de session ou pour des questionnements individuels, on reviendra vers vous en suivant. Donc, pour vous parler un petit peu plus et un petit peu mieux du Cap Emploi, le Cap Emploi est un opérateur du service public de l'emploi, le SPE, aux côtés du Pôle emploi, de la mission locale et de l'APEC. C'est un réseau donc de plus de 100 structures réparties sur tout le territoire métropolitain et les autres territoires rattachés effectivement à la France. Son métier, c'est l'expertise et la ressource sur la compensation du handicap en situation de travail, donc en appui des différents membres du service public de l'emploi, au service des bénéficiaires, en appui des médecins du travail et en appui aussi des employeurs qui sont effectivement par moments un peu démunis par rapport à toutes ces questions de suivi ou d'adaptation de situation de travail suite à une personne, suite à une trajectoire de personne ou d'un travailleur qui a rencontré des problématiques de santé. Donc Cap Emploi propose un accompagnement aux personnes bénéficiaires d'une reconnaissance du handicap. Donc les plus récurrentes, ce sont effectivement les reconnaissances en qualité de travailleur handicapé, les titulaires d'une pension d'invalidité, d'une allocation adulte handicapé ou d'une carte d'invalidité, etc. Justifiant. Alors, les personnes, elles peuvent avoir, comme disait le docteur Lurène tout à l'heure, soit d'avoir directement leur reconnaissance, leur notification officielle, soit de pouvoir justifier d'une démarche en cours ou d'une demande en cours. Donc, nous accompagnons ces personnes, quel que soit le statut au regard de l'emploi. Donc, elles peuvent être demandeurs, demandeuses d'emploi, salariés, agents ou agentes, travailleurs non salariés, en CDI ou en CDD, en intérim ou en insertion. On couvre effectivement un spectre extrêmement large de personnes. Pour vous donner un ordre d'idée, les demandeurs d'emploi en situation de handicap sur la Gironde, ça représente entre 10 et 15 000 personnes. Donc il y a quand même effectivement un volant de population qui est assez importante et on voit aussi dans le quotidien que les reconnaissances en qualité de travailleur handicapé sont de mieux en mieux connues et de plus en plus sollicitées. Cette offre de service est en lien étroit avec le Pôle emploi dans le cadre d'un rapprochement depuis 2 ans maintenant, puisque nous faisons une très large partie de nos accompagnements dans un lieu unique avec le Pôle emploi, dans le cadre d'un lieu unique d'accompagnement, le LUA. On va un peu recentrer la chose et cibler aujourd'hui sur l'accompagnement qu'on peut proposer, notamment dans le cadre du maintien dans l'emploi. C'est une partie assez importante de notre activité. L'action, le maintien dans l'emploi mobilise 9 consultants spécialisés sur la Gironde. Alors là, on vous parle du Cap Emploi Gironde, hein, c'est notre structure. Et effectivement, on est 9 sur la partie, sur le département pour intervenir sur le maintien dans l'emploi. Et ça permet la sécurisation d'environ 600 maintiens dans l'emploi chaque année en Gironde, encore une fois, dans quel que soit le type d'entreprise et quel que soit le type de situation de handicap. Il s'agit donc d'un accompagnement proposé aux travailleurs et travailleuses et aux employeurs pour identifier les actions favorisant le maintien dans l'emploi en évitant les risques de désinsertion professionnelle et de dégradation de l'état de santé. Le but, c'est vraiment de venir sécuriser ces éléments de parcours-là, puisqu'on sait que c'est assez déstabilisant autant pour les employeurs que pour les personnes. Et donc, d'avoir des conseils adaptés et d'avoir une intervention spécialisée dans ce cadre-là, ça ne peut être que pertinent. Concernant les troubles psychiques, les consultants du Cap Emploi visent à proposer aux employeurs et aux personnes une analyse de situation précise et des propositions d'action qui vont nous permettre une prise en compte de la situation dans sa singularité, de pouvoir justement en extraire des préconisations qui vont être adaptées à la situation, tant de la personne que de l'entreprise. Ça va nous permettre de déployer une nécessaire information, sensibilisation, mobilisation des acteurs concernés par la situation. Claire l'a dit tout à l'heure, on ne peut rien faire en vase clos. En silo, rien ne fonctionne. Donc effectivement, ce sont des choses qui vont solliciter à un moment le collectif, l'humain de l'entreprise.
Ensuite, on va pouvoir effectivement vous aider dans le cadre de la mobilisation des dispositifs et des aides spécifiques en lien avec les situations de handicap. Très rapidement, pour le détailler, dans le cas où le consultant maintien a besoin d'une expertise spécialisée, il peut bénéficier de ressources internes et externes. En interne, il peut solliciter les psychologues spécialisés du pôle handicap psychique au sein du Cap Emploi Gironde. Alors attention, si vous êtes d'un autre département, il n'y a peut-être pas cette structuration du Cap Emploi sur votre département. C'est un parti pris de notre structure, le Cap Emploi Gironde, qui a voilà, investi, entre guillemets, sur le fait de faire monter en compétence effectivement des psychologues qui étaient déjà spécialisés sur ces questions-là, de venir voilà, renforcer cette compétence-là pour venir derrière faciliter la compréhension de tous, et notamment des consultants maintien dont je fais partie, pour venir étayer par rapport à une situation individuelle. Donc on a des psychologues spécialisés sur ces questions-là qui peuvent intervenir dans le cadre du parcours vers l'emploi et du parcours dans l'emploi. En externe, on peut aussi demander une prestation d'appui spécifique. Alors là, quel que soit le département, vous avez de toute façon la possibilité de demander une prestation d'appui spécifique. C'est une prestation qui est effectivement financée par l'AGFIP et le FIPH et qui permet à un moment de venir mettre un niveau 2 sur une analyse de situation. Et là, par exemple, en Gironde, le prestataire habilité pour le handicap psychique est Harry Insertion. C'est une association historiquement spécialisée voilà, sur les troubles psychiques au travail. Évidemment, le consultant maintien du Cap Emploi peut aussi bénéficier de l'expertise du médecin du travail, qui connaît déjà pas mal de choses par rapport au sujet dont on discute aujourd'hui, des spécialistes qui accompagnent le ou la bénéficiaire. Donc, on peut aussi avoir le psychiatre qui accompagne la personne au téléphone pour voilà, pouvoir échanger avec elle et échanger sur des hypothèses aussi de compensation. Et on peut aussi à un moment avoir communication ou connaissance d'un bilan neuropsy dont la personne aurait pu bénéficier. Donc ces interventions et ces appuis, ils permettent aux consultants maintien d'affiner leur analyse, d'affiner leur diagnostic de situation et de favoriser une démarche pluridisciplinaire pour l'accompagnement effectivement de la personne et enfin de faciliter l'identification des pistes de solutions pour qu'elles soient réalistes et cohérentes. Sinon, effectivement, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a une difficulté effectivement à pouvoir cibler très spécifiquement voilà, quelle est la situation, quels sont les déterminants de cette situation et ensuite pouvoir mettre en place les bonnes actions. Assez rapidement aussi, je ne vais pas revenir sur un ensemble de points qu'a abordé Claire tout à l'heure, mais ce petit schéma, je trouve, rassemble bien un ensemble de retentissements fonctionnels qui peuvent arriver. Alors attention, il y a toujours le danger de noircir le tableau, c'est-à-dire de prendre tous ces aspects-là et de dire la personne va cumuler toutes les difficultés. Non, les situations de handicap psychique sont très variables, très variées aussi. Comme le disait le docteur Laurent, il y a effectivement une variabilité dans le temps, hein. Il y a des choses, il y a des moments de pic ou des moments de creux. Mais voilà, les personnes ont des capacités et des difficultés qui sont assez différentes en fonction de leur situation individuelle. Donc il ne faut surtout pas avoir l'idée de noircir le tableau ou de se dire je vais aller vers des difficultés forcément. Non, pas forcément. Donc les retentissements spécifiques, bah, vous les voyez ici, hein, ça peut être de maintenir sa concentration de manière prolongée, du fait d'un traitement ou du fait d'une fatigabilité. Ça peut être de mémoriser, ça peut être organiser, planifier, gérer son temps. Voilà, de temps en temps, effectivement, la question de la planification, de l'organisation logique des séquences de travail pour arriver à un objectif dans un timing adapté, c'est pas toujours très simple. Ça demande une coordination d'un ensemble de choses qui sont complexes à mobiliser pour certaines personnes en situation de handicap psychique. Euh, L'initiative est par moment aussi une difficulté, le travail partagé, partager son attention. On est en train de voilà, rédiger quelque chose, on a un collègue qui vient nous voir pour aborder un point complètement différent. Ça demande une plasticité, ça demande de pouvoir se concentrer sur ce que la personne, enfin arrêter ce qu'on fait, échanger avec la personne et revenir ensuite à l'endroit où on était. Ça peut être une difficulté. L'adaptation au changement est aussi assez régulièrement facteur d'anxiété, ou en tout cas, c'est quelque chose qui doit être un peu anticipé, communiqué à l'avance pour pouvoir voilà, comprendre les tenants et aboutissants. Dans le même champ, comprendre, décoder son environnement, c'est extrêmement important. Euh, Ensuite, il faut essayer de gérer voilà, un peu mieux ses émotions, ne pas se laisser envahir. On peut donner à la personne aussi des outils, elle peut en construire avec les spécialistes qui l'accompagnent. Essayer effectivement de faire face au stress, supporter les objectifs, maintenir une humeur stable. Tout cela peut se faire en mettant bout à bout un ensemble de choses qui peuvent être très utiles sur les situations de travail en termes d'adaptation de poste. On va en échanger un tout petit peu après.
Les moyens de compensation sur les situations que nous pouvons accompagner, globalement, les moyens de compensation sont très souvent organisationnels. Et par moment, c'est uniquement de l'organisationnel que l'on va préconiser. Donc, on va questionner un ensemble de points liés à l'environnement de travail. Déjà, le temps de travail. Est-ce que la personne travaille un temps plein ou un temps partiel? Et si oui, quel volume de temps partiel? Le temps d'exposition au niveau du travail, le temps avec lequel on travaille sur son métier chaque jour, ça a un impact sur sa fatigabilité, sur la concentration, sur un ensemble de points. Et donc, à un moment, quand on est un petit peu limite au niveau de la fatigue ou au niveau des capacités de concentration, il faut réfléchir sur le temps de travail. Les horaires, c'est aussi extrêmement important. La personne peut être plus ou moins disponible, plus ou moins en capacité, du fait notamment de certains traitements médicaux pour certaines personnes. Le travail le matin, par exemple, est très difficile. La concentration est amoindrie et la capacité de la personne n'est pas au maximal. Donc, effectivement, on prévoira plutôt des horaires d'après-midi. La productivité est souvent en question. Notre expérience nous montre que souvent les injonctions sur les objectifs de rendement ou sur la temporalité des éléments à rendre, c'est quelque chose qui est assez anxiogène pour les personnes parce que ça demande voilà, d'organiser un ensemble de points et c'est une difficulté par moment. Donc on a vraiment une attention par rapport à ça particulière. Les rythmes de travail aussi sont auscultés hein, pour voir un petit peu les rythmes et voilà, comment on travaille, combien d'heures successivement et comment on va pouvoir réguler ça. Les modalités d'encadrement, les consignes écrites ou les consignes orales, ça c'est un point extrêmement important dans le cadre des accompagnements que l'on met en œuvre. Le besoin, il y a souvent un besoin de clarté, un besoin de limpidité au niveau de ce que je dois faire, pourquoi je dois le faire, comment je dois le faire et dans quel timing je dois le faire. La nature des tâches doit aussi être questionnée, répétitive ou changeante. La répétition peut ramener un cadre réconfortant, mais elle peut à un moment ramener aussi d'avoir le cerveau voilà, qui ne réfléchit plus à la tâche et donc on peut être amené à faire des erreurs. Donc il y a parfois des personnes qui sont dans un questionnement, enfin dans une attente d'avoir des tâches un peu répétitives, mais en même temps d'avoir un petit peu de nouveauté. Donc là, ça demande d'aller un peu à la carte. Les modalités relationnelles sont effectivement aussi extrêmement importantes. Les espaces de travail, intérieur, extérieur, bureau individuel ou partagé. Claire l'a dit tout à l'heure, à un moment, les questions sonores sur les environnements de travail, ça a une vraie importance et ça a un vrai impact. Et le lieu de travail aussi, sur place ou télétravail, déplacement ou sédentaire, le télétravail est un vrai bon outil pour pouvoir à un moment réguler un ensemble de contraintes. Alors attention, ce n'est pas l'alpha et l'oméga, bien évidemment. Des choses sur lesquelles je vais passer assez rapidement parce que je vois que l'heure tourne très vite. Vous dire qu'il y a des possibilités quand il y a effectivement des surcoûts qui sont laissés à la charge de l'employeur, des possibilités de venir compenser financièrement le temps que passe l'employeur ou l'entreprise, le manager, à accompagner son salarié ou pour d'autres questions, notamment de production. Donc la loi du 11 février, elle a supprimé complètement les catégories A, B et C au niveau du handicap. Elle a défini en opposition enfin en complément plutôt, la notion de lourdeur du handicap. Elle a été introduite pour tenir compte de l'effort réalisé par l'entreprise au regard des effets du handicap sur la capacité de travail d'une personne handicapée sur un poste de travail précis. En fait, si après l'aménagement optimal du poste, c'est-à-dire la mise en place de tous les moyens techniques, organisationnels, humains pour pouvoir faire le travail le mieux possible, l'entreprise, si elle constate qu'il y a toujours des coûts supplémentaires, à cause d'une perte de productivité, hein, de l'aide régulière d'un tuteur, d'un manager, d'un tiers ou encore d'autres coûts pérennes annexes, la lourdeur du handicap peut être reconnue afin de compenser financièrement les charges supportées par l'entreprise. Donc l'entreprise peut faire une demande de reconnaissance de la lourdeur du handicap. Alors attention, il n'y a aucune question d'automaticité. Ce n'est pas parce que je recrute quelqu'un qui a un handicap psychique que je vais pouvoir bénéficier de cette aide-là. Tout cela demande effectivement une instruction, une étude complète, et cela peut permettre de compenser une moindre productivité de la personne, du fait de contraintes cognitives par exemple, ou du fait de la fatigabilité, un besoin de temps de récupération, de pause, de soins. On a des personnes qui ont besoin, pour qui on peut préconiser de temps en temps de faire 2 pauses, par exemple le matin, 2 pauses de 10 minutes au lieu de faire une de 20 minutes, pour pouvoir voilà, avoir un temps pour se recentrer, pour aussi un moment voilà, fermer peut-être un petit peu les yeux ou ne plus être concentré sur un téléphone ou sur un écran. Ça peut permettre à la personne de régénérer un peu et d'arriver à réguler pour sa journée et être en capacité le maximum sur sa journée de travail. On peut aussi avoir l'intervention d'un référent interne, un responsable, correspondant handicap ou collègue qui va pouvoir venir faire voilà, du lien, pouvoir venir apporter effectivement son concours.
On peut aussi, bien évidemment, arriver à compenser les coûts générés par les temps potentiels de médiation, d'explication ou de reformulation. Voici les montants de l'aide financière, juste pour que vous en ayez connaissance. Donc, il y a 2 taux, le taux normal et le taux majoré. On doit quand même avoir un surcoût minimum, hein, calculé sur la situation de travail en termes de temps pris et en termes de productivité. Donc, les surcoûts voilà, minimum sont entre 3 500 et 8 800. Et en fonction de ce que l'on trouve comme coût, vous avez soit le taux normal, soit le taux majoré. Donc, l'aide à l'emploi, elle est d'un montant de 6 088 € par an, valable 3 ans, dans le cadre d'une RLH à taux normal, et dans le taux majoré, c'est 11 114 € qui doivent être déployés. Je me demande s'il n'y a pas juste une toute petite erreur sur ce chiffre-là, je le revérifierai tout à l'heure. On va parler aujourd'hui et là maintenant d'un dispositif spécifique assez récent et qui est assez utile parce que vous l'avez compris, les interventions du médecin du travail, de Cap Emploi, sont des interventions qui vont être timées dans le temps. On vous a aussi indiqué que ce sont des typologies de handicap qui amènent des éléments de variabilité dans le long cours. Donc, on avait besoin d'un dispositif qui puisse suivre un peu les personnes sur le long cours. Donc, ce dispositif s'appelle le dispositif emploi accompagné et c'est un service habilité à effectuer des suivis et des accompagnements dans l'emploi pour les personnes en situation de handicap mental, psychique ou TSA, trouble du spectre autistique. Donc, il permet d'avoir l'appui de conseillers spécialisés, il permet d'avoir un suivi sur le long cours, éventuellement une mise en relation avec des acteurs spécialisés si besoin, notamment dans le champ médico-social. Et c'est un outil de compensation en tant que tel en emploi et une sécurisation du maintien dans l'emploi. Donc en Gironde, c'est la plateforme Andamos, hein, qui assure la mise en œuvre de ces accompagnements, et je vous ai mis très rapidement leurs principes d'action. Donc une possibilité d'avoir des rendez-vous fréquents, des rendez-vous, des accompagnements individualisés sur la base des souhaits de la personne, de ce qu'elle est, hein, concrètement. Et puis ensuite, il y a voilà, un ensemble de points qui peuvent se décliner derrière. Je vais y revenir dans quelques instants avec l'exemple de situation dont je voudrais vous faire part. Donc, pour terminer ce webinaire, on va rapidement vous faire état d'une situation qu'on a aménagée pour vous donner un regard concret sur un accompagnement précis. Je vais passer vite parce qu'on a effectivement très peu de temps. Vous dire que c'est une personne qui travaille dans la fonction publique, qui était agente administrative, titulaire, à temps complet, en arrêt de travail au moment où je la rencontre après un séjour en hôpital psychiatrique. Cette dame, elle a comme charge un travail d'assistanat du secrétariat général, rédaction de mails, courrier, commande de fourniture et saisie. Je suis interpellé par l'assistante sociale et le médecin du travail pour pouvoir accompagner le maintien dans l'emploi de cette dame. Donc, elle manifeste des troubles psychiques et moteurs. Pour elle, les contraintes principales, c'est la relation interpersonnelle, les relations interpersonnelles avec ses collègues et la hiérarchie, et la compréhension et la lisibilité des consignes. On va voir derrière comment on a retravaillé effectivement ça. Donc moi, j'ai fait effectivement rencontrer cette dame par une de mes collègues du pôle handicap psychique du Cap Emploi pour avoir un étayage un peu plus important, puisque notamment pour elle, il y avait des éléments de diagnostic médicaux qui n'avaient pas été posés de manière tout à fait limpide. Donc on a dû construire avec ce contexte-là et apprendre à bien comprendre la situation de la personne pour trouver derrière les solutions de compensation. Donc on sait dans les échanges entre moi et la bénéficiaire et ma collègue, on s'est aperçu qu'effectivement les difficultés pour elle, c'était notamment la multiplicité des donneurs d'ordre, la planification des tâches, donc le fait de pouvoir s'organiser dans le temps pour effectuer telle ou telle tâche jusqu'à son terme. La priorisation des tâches était une vraie difficulté pour elle. Elle ne savait pas entre 2 ou 3 tâches différentes laquelle prioriser, parce que souvent on vous dit ça c'est urgent, ça aussi, ça aussi, ça aussi. Avec ce contexte-là, comment prioriser pour elle, c'était une difficulté. La coexistence avec ses collègues sur les temps hors travail, notamment les pauses et déjeuners, voilà, elle finit par me dire, moi je suis quelqu'un d'assez cash, à un moment, voilà, si les collègues, moi la vie perso de temps en temps, je m'en fous. Donc voilà, c'est des moments qui étaient un petit peu difficiles pour elle en termes de posture parce qu'elle voulait rester connectée à son collectif de travail, mais en même temps, voilà, il y avait des choses où les cancans de la pause café, ça l'intéressait pas forcément. Elle a une difficulté aussi dans la gestion émotionnelle et une manifestation d'anxiété assez importante. On va, en termes d'effets et d'enjeux, on a voulu, comme priorité, se dire qu'il fallait absolument réduire l'instabilité du parcours, parce que c'est une dame qui a changé de service en gros tous les 2 ans. 5 mouvements professionnels en 10 ans, avec à chaque fois des situations qui se crispent, des situations qui se passent mal, une incompréhension mutuelle et un collectif à bout, et ensuite la personne est nommée ailleurs.
Donc les difficultés émotionnelles et psychiques vécues par l'agent et son collectif de travail, et le maintien dans l'emploi est questionné, hein. Au moment où j'arrive, les personnes ne savent plus vraiment quoi faire. Donc, d'un point de vue organisationnel, on a préconisé la mise en place d'actions permettant une prise en compte des besoins de la bénéficiaire pour compenser son handicap, en lien avec le pôle du Cap emploi spécialisé sur les troubles psychiques, comme je vous le disais à l'instant. On a aussi été sur du technique puisque la dame avait des difficultés au niveau des épaules, donc on a fait tester des matériels ergonomiques pour optimiser sa posture et réduire les atteintes au niveau du membre supérieur droit qui était effectivement atteint pour elle. Donc on va passer sur le plus simple. On a effectivement mobilisé pour elle une souris centrale avec un repose avant-bras. Donc la souris, vous voyez, elle a la main dessus. Donc c'est une souris qui a un fonctionnement assez particulier, mais qui permet, voilà, de venir recentrer les bras et alléger effectivement la charge qui pèse au niveau des épaules, des cervicales et des avant-bras. On a mis en place un support avant-bras pour qu'elle vienne reposer ses avant-bras, puisque les accoudoirs n'étaient pas très bien faits pour elle sur son siège qu'elle avait, et un clavier compact adapté à la taille de la souris, puisque la souris étant un petit peu plus étroite qu'un clavier complètement classique, on va dans la même logique en modifiant le clavier. Ensuite, les préconisations pour rentrer dans le cœur du réacteur. Le plan d'action communiqué à sa hiérarchie, au service médical et à la personne. Donc on a préconisé pour la personne de pouvoir reprendre son travail sur la base d'un temps partiel thérapeutique. On a émis l'idée qu'elle souhaitait rester connectée à son collectif de travail en continuant la participation à des échanges informels, tout en intégrant qu'elle puisse éprouver le besoin de s'en soustraire et qu'il ne fallait pas que ce soit interprété de manière négative. On a demandé effectivement à l'employeur et au manager de pouvoir anticiper, communiquer et expliquer les changements d'organisation, de tâches, les réformes, les mouvements de personnel, etc., puisque la découverte pour elle, c'était quelque chose de très anxiogène. Il a fallu aussi essayer de trouver un compromis en termes de tâches qui peuvent être variées, voire stimulantes, quand elles sont maîtrisées, tout en pouvant garder une certaine répétitivité. Bon, avec une vigilance sur les tâches qui demandent une prise de décision, parce que pour elle, l'initiative ou le fait de passer commande officiellement de temps de ramettes de papier, bah, pour elle, c'était un petit peu anxiogène parce qu'elle engageait financièrement la structure. Et on leur a proposé, voilà, d'essayer de permettre une planification des tâches et de la charge de travail plus précise pour limiter le travail à flux tendu, qui était pour elle générateur de stress et d'anxiété. Une des grandes préconisation a été de mobiliser un référent en interne, une personne ressource pour aider la bénéficiaire dans les explications, les reformulations, bien expliquer les tâches, l'organisation du travail, les relations interpersonnelles avec ses collègues. Quand il y a un moment, il y a un mail qui est parti et qui a un peu agacé l'un ou l'autre, on vient faire effectivement un peu de médiation là-dessus. D'ailleurs, ça s'est passé, hein. Quand on a accompagné la personne, elle a eu une réponse un petit peu sèche d'une de ses collègues. La référente est rentrée en contact avec la collègue pour, voilà, venir un petit peu discuter avec elle et voir ce qui pouvait cristalliser une tension. La validation d'une pleine compréhension des situations vécues au quotidien, donc pouvoir reformuler avec la personne, qu'est-ce qui s'est passé hier? J'ai vu que le ton a monté un petit peu peut-être avec ta collègue ou qu'il y a eu une tension, voilà, d'en reparler avec elle. Donc au besoin aussi du temps de médiation, de déconstruction, de désamorçage, comme je vous le disais, des situations potentiellement conflictuelles. On va l'aider aussi à la gestion des tâches, enfin le référent interne va l'aider à la gestion des tâches, les imprévus, la planification, etc. Et si effectivement le contexte et les tâches sont comprises, la personne elle souhaite travailler en autonomie et jouir d'une certaine liberté d'exécution. Voilà, elle ne veut pas être contrôlée tout le temps et de manière perpétuelle par cette référente en interne. Enfin, on a mis en place le dispositif emploi accompagné pour cette bénéficiaire pour qu'elle puisse bénéficier d'un suivi au long cours et un appui de l'expertise d'un conseiller spécialisé pour aider à réguler ces difficultés en situation de travail et faire un lien opérant avec l'employeur, avec voilà, le service, avec les collègues. Et l'accompagnement a été effectif 2 mois après la reprise du travail et finalement assez peu de temps après qu'on ait fait la demande officielle auprès de la MDPH. Voici pour ma présentation. Je vous repasse la main, Dr Llorent. Merci beaucoup pour cette présentation qui a permis d'illustrer le propos et de voir tout ce qui pouvait être fait, en tous les cas une palette des possibilités. Donc, merci de votre écoute. Le support de présentation vous sera envoyé par mail. Le replay du webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube. Et donc, maintenant, le temps de vos questions. Donc, on est à l'écoute pour les questions que vous souhaiteriez nous poser.